On commence cette matinée avec des invités surprises, des traders en compte propre. Nous allons parler de leurs outils, de leur façon de faire et aussi nous allons revenir sur leurs meilleurs et leurs pires trades de l'année. Nous sommes samedi 21 septembre, il est 9 heures et en guest star, qui allons-nous faire venir? David Renan. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Nico, bonjour tout le monde. Mais écoute, ça va bien. Ça va bien. Voilà, c'est le week-end. Voilà, tout va bien. Sur le départ pour les vacances avec une belle chemise à fleurs? Oui, bah en fait, là, je pars en week-end tout à l'heure. Mais voilà, je pouvais pas rater cet événement. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être là ici aujourd'hui. Bah, c'est très gentil d'avoir pris le temps de pouvoir te connecter le matin avant de filer. Tu as pu suivre un petit peu la journée d'hier? Bah super, hein. Alors j'ai pas tout regardé, mais moi j'ai adoré les interviews toujours de William Higgins, de Louis De Fels. J'ai regardé un peu Benjamin Sachet, un peu Christophe Barrault. Voilà, j'ai pas tout vu Magnifique. encore, mais voilà, William Higgins pour moi et Louis De Fels, c'est quand même deux références. Donc j'ai dévoré leurs interviews. Et puis toujours, on apprend toujours des choses, bien que voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience, mais on apprend encore toujours des choses auprès d'eux lorsqu'on les écoute. Alors justement, ton expérience, ta carrière en quelque sorte, ça fait combien de temps que tu fais de la bourse? Alors, Heu, moi, j'ai acheté mes premières actions, c'était en 99. Donc ça remonte, ça fait 25 ans. Je le savais pas, mais quelques mois plus tard, en fait, c'était l'éclatement de la bulle Internet. Et c'est là que mon apprentissage sur les marchés a commencé. Donc ça n'a pas été facile. J'ai pas mal erré pendant plusieurs années. Et puis là où j'ai commencé vraiment à gagner sur les marchés, c'est en m'intéressant à l'analyse fondamentale. C'était pas avant 2004-2005. En plus, j'avais de la chance à l'époque, il y avait toutes les sociétés informatiques qui étaient au tapis. Donc, avec un peu d'analyse fondamentale, voilà, j'ai pu commencer à déjà rattraper mes moins-values et puis à faire un peu de performance. Et puis après, progressivement, je me suis mis au trading, les graphiques. Et là, aujourd'hui, je fais ça à plein temps depuis bientôt 10 ans. Donc du trading, beaucoup d'investissement, de la recherche de valeur des côtés, beaucoup de trading de news. Voilà, je suis assez actif sur les marchés. Je suis là tous les matins, je fais toutes les clôtures. Et ça, je fais ça depuis pas mal de temps. Et puis voilà, je suis un passionné comme toi. ah ça, c'est clair que on te voit suivre énormément de dossiers, beaucoup de valeurs françaises, principalement, me semble-t-il? Oui, 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 c'est vrai que les valeurs françaises, bon, Euronext, là, je m'intéresse depuis peu à la cote italienne. C'est vrai que on n'a plus trop de sociétés industrielles et c'est vrai que on en a encore sur la côte française, mais il y en a quand même beaucoup en Italie. Il y a beaucoup de valeurs intéressantes, un peu valorisées. Donc je commence un peu à m'intéresser à la côte italienne et puis un peu de marché américain. Mais là, c'est plus avec de la biotech. Mais la biotech, j'ai un peu levé le pied depuis quelques années, puisque c'est vrai qu'avec la hausse des taux, c'est un secteur qui est un peu sinistré, parce que les Oui, biotech, elles ont besoin de lever de cash, l'argent. Et comme on a des taux d'intérêt très élevés, c'est compliqué, quoi. c'est sûr. Alors, on va, démarrer avec, tes pires et tes meilleurs trades de l'année. On va peut-être commencer avec, ton meilleur trade. Je vais nous afficher, la plateforme ProRealTime. Hop, avec un 440 qui nous a fait une bougie pas très cool, vendredi. Non, non, On a non. mercredi soir Powell qui parle, baisse de taux de 0,5 point de base. Le jeudi, ça s'envole, on arrache les vendeurs et on finit à +2 et puis le vendredi, on retrace tout. Il faudra voir comment ça se Disons passe que en c'est début vrai de que le semaine vendredi, prochaine. on a eu pas mal de mauvaises nouvelles. Il y a eu le profit warning de Mercedes qui a un peu tiré le secteur auto à la baisse. Et puis après, il y a eu FedEx aussi, profit warning de FedEx. Ouais. Donc ça a été une journée un peu compliquée. Alors, quel est ton super trade de début d'année? Alors, c'est un trade. Alors bon, peut-être pour ceux qui me suivent, j'avais partagé ça sur ma chaîne d'Air Bourse. C'est le titre, mon trade de l'année en fait. C'est sur le titre ESSO. Alors c'est un trade qui a duré plusieurs mois. Je suis toujours en position d'ailleurs. Bon, c'est un titre que j'ai pas mal travaillé. Alors pourquoi le titre ESSO? J'explique brièvement déjà la Ouais, raison de l'achat. carrément. Donc Esso, c'est un raffineur, c'est la filiale d'Exxon et c'est vrai que c'est un titre qui avait vu, on va dire, ses résultats se dégrader
sur les années 2018, entre 2018 et 2020. Et ce qui a vraiment, on va dire, permis le redressement de la société, c'est l'éclatement de la guerre en Ukraine, avec une envolée des marges de raffinage. Et on a vu donc la société, donc Esso, le titre sur la société, donc commencer à publier de bons résultats, et puis surtout à afficher vraiment une valorisation, on va dire plutôt faible. Donc moi le titre, je le traite depuis les 20-25 euros. Et c'est vrai que bon, depuis il y a eu une belle 2022, ça a été une belle année pour le titre. Et puis après 2023, ça a été un peu plus compliqué. Et en fait, donc j'avais toujours des titres, toujours en train de travailler, etc., tout en ayant une position sur le moyen terme. Et ce qui a un peu véritablement réveillé le titre, c'est la publication des résultats annuels qui a eu lieu en mars, où là, la société, déjà, je trouvais que la société était vraiment décotée, parce qu'on avait une trésorerie qui couvrait quasiment toute la capitalisation. On avait une forte rentabilité, on avait des capitaux propres qui étaient, je crois, près autour des 2 milliards. Et c'était avant la publication, on était sur une société peu valorisée. Et puis, en fait, la publication donc, des résultats annuels 2023 met véritablement en évidence aux yeux du marché que le titre est décoté, puisqu'on a une trésorerie de 1 milliard et la société, en plus, cerise sur le gâteau, elle offre un dividende de 15 euros. Donc, le titre était à 80 euros. Donc, ça fait un rendement de plus de 20%. Et puis, il y a surtout un changement de psychologie à l'égard du titre, puisque le titre est un peu perçu un peu différemment, parce que c'est vrai qu'on beaucoup pensaient que l'actionnaire majoritaire, on va dire, lésait les actionnaires minoritaires. C'est-à-dire qu'en fait, le cash n'était pas remonté à la filiale Esso. Et finalement, là, avec ce versement de dividendes, il y a un changement de psychologie. Et le titre Esso devient un titre, on va dire, achetable, fréquentable. Et derrière, donc, on a un titre qui passe quasiment en ligne droite de 90 euros à 200 euros. Et en plus, entre-temps, donc la publication des résultats, c'était en mars. Et puis après, quelques mois plus tard, Esso annonce qu'elle va céder donc sa raffinerie de Fos-sur-Mer. Donc, qui dit une cession, dit rentrée de cash, dit potentiellement peut-être un nouveau dividende exceptionnel, peut-être un retrait de la cote. Donc, derrière, il y a de la spéculation qui se met en place. Et l'histoire n'est pas encore finie, puisque donc cette raffinerie va être cédée. On ne sait pas pour combien. Et donc, on attend le montant de la cession. Et surtout, on peut se demander, on peut se poser des questions concernant le futur d'Esso, puisqu'il y a une raffinerie qui a été cédée. Maintenant, en fait, il reste une autre raffinerie qui est beaucoup plus grosse. Donc, on peut se poser des questions par rapport au devenir de cette raffinerie. Est-ce qu'ils vont la vendre? Est-ce que Esso va être retiré de la cote? Donc, tout ça fait que je trouve que le titre encore est intéressant. Mais voilà, mon plus gros trend, les plus gros gains, c'est sur le titre Esso en 2024. Alors, comment tu gères un petit peu cette période de 2023? Parce que 2022, le titre se réveille, il y a la guerre en Ukraine et ça montre un petit peu l'intérêt de se placer sur la valeur. Ensuite, on passe pratiquement 1 an, voire 15 mois à latéraliser. C'est vrai que, alors là, on est en vue hebdo. Il y a eu des déceptions. Il y a eu notamment des déceptions lors de la publication des résultats semestriels. Je crois que c'était en septembre 2023. 2023 aussi. En fait, en 2022 et 2023, en septembre, à chaque fois, elle se recasse la figure. Ouais, et en fait, il y a eu des déceptions parce que il y avait la situation de trésorerie qui s'était un peu détériorée. Et puis, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a rien. Donc, là, je m'étais pris, alors j'avais fait des belles plus-values dessus, mais je me suis pris un gap à un moment à moins 15. Donc, j'ai vraiment un peu mis le titre de côté. Et puis, comme les marges de raffinage ont commencé à se redresser au début de l'année 2024, et bien là, je me suis réintéressé au titre. C'est vrai que j'avais vraiment fortement réduit ma pause. Et même là, sur les 200 euros, quand on était à 200 euros, j'ai allégé tout au long de la... j'ai allégé tout au long de la montée, en fait. Et ce que j'avais calculé, j'avais essayé de faire des estimations par rapport à la trésorerie, par rapport à la valeur des raffineries. Et moi, ce que j'avais calculé, alors j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne, mais ce que j'avais calculé, c'était que pour moi, en étant prudent, j'estimais que la valeur des raffineries, plus les stocks pétroliers, plus la trésorerie, on était sur une valorisation de 240.
Donc, j'ai allégé une dernière ligne à 191. Il me restait une toute petite ligne. Et puis après, le titre est retombé et j'ai repris des titres sur les 134. Donc, voilà, j'ai essayé d'optimiser ma ligne. Mais comment je gère ma position, c'est aussi en fonction de l'actualité, en fonction de l'évolution des marges, ou en fonction de la macro. Donc, tout ça, c'est un peu, on va dire, j'adapte ma ligne vraiment au jour le jour. Et tout en faisant aussi, on a tradé des espèces des petits trades de 2-3%, faisant des. Je sais qu'à un moment, quand le titre était sur les 170-200 euros, il y avait beaucoup de mèches. Je ne sais pas si tu vois là les petites mèches vers la mi-mai. Voilà, là, Oui. là j'ai beaucoup tradé le titre ici sur les mèches, que des fois le titre, il y avait des prises de bénéfices assez violentes, sur des -7, -8. Donc j'ai essayé j'ai pas mal tradé le titre sur ces niveaux. Donc j'ai vraiment tradé le titre tout au long de l'année. Et là, j'avais quasiment plus de titres sur les 210. J'avais quoi, il me restait, c'était je crois 50 titres, quelque chose comme ça. J'étais monté à presque à 1000 titres à un moment. Et après, donc, j'ai commencé vraiment à reprendre des titres sur les 134, 136. On voit Voilà. vraiment le changement Maintenant, c'est un d'état peu plus d'esprit compliqué. avec, Comment? on voit vraiment le changement d'état d'esprit sur le graphique avec, la hausse très puissante suite aux résultats de mars, la spéculation haussière accompagnée avec des volumes, les trous d'air qui sont payés les uns après les autres Ouais. et puis à un moment donné, ça s'arrête quoi. Ça perd de sa superbe, on Ouais, fait et des plus bas puis de plus en plus et c'est bas. vrai que là, comme tu le soulignes, là, je l'ai beaucoup. Bon, je fais de l'investissement, mais je fais aussi beaucoup de trading. Et c'est vrai que moi, je tradais beaucoup le titre en vue 15 minutes. Et la T m'a quand même pas mal aidé en intradé. C'était même vraiment au millimètre parfois, où le titre rebondissait sur les mêmes zones. Et même là, encore aujourd'hui, donc le titre, il est quand même moins bien orienté. Mais on voit qu'à la hausse, c'est les 37,8 qu'il faut vraiment casser si tu peux. Et là, pour vraiment que le titre sorte un peu de sa torpeur, on va dire, c'est 137,8 à casser. Ici, Ouais, voilà. On voit bien ouais. les cycles, il faut les casser par le haut. Mais en attendant, le titre est plutôt en bas du range. Il y a des énormes volumes qui ont été traités vendredi. C'est un échange de blocs ou c'est Bah, des volumes en séance? je pense que c'est lié à l'expiration des options. Je pense que c'est, tu sais, tu avais les options trimestrielles. Donc, il y a eu pas mal Oui. de volume. C'est vrai qu'il y a eu un gros fixing, 60 000 titres, quelque chose comme ça. Maintenant, alors le catalyseur pour ESSO, c'est le montant de la session de fausse. Alors, elle est quasiment vendue. Je crois qu'on en saura plus fin octobre. Après, voilà, on peut être sûr de rien. Moi, je pense ce que j'avais estimé, c'est qu'on était au moins entre 500, 700, 800 millions. On est sur une trésorerie de 1 milliard. Donc, le montant de la cession de fausse plus la trésorerie, on serait déjà au-dessus de la capitalisation boursière. Et puis en plus, donc on aurait donc un titre peu valorisé. Alors ça reste bien sûr à démontrer avec le montant de la session à venir. Et puis après, il y aura aussi Gravenchon qui est 2 fois plus gros que la raffinerie de Fos. Et donc qui serait, on pourrait l'avoir pour 0 € au final, quoi. Mais voilà, Tout à ça fait. reste, il y a beaucoup de conditions, beaucoup d'hypothèses. Voilà, Mais grosso modo, ta façon d'appréhender ce type de position, c'est, les volumes reviennent, les news accompagnent, tu grossis ta position, puis tu vas ensuite la dégrossir progressivement, Ouais, tout à alléger, fait. alléger, alléger, jusqu'à ce que, Et heu puis aussi, ma façon de faire, c'est que, un peu, tu sais, comme ce qu'on dit souvent, c'est que les titres haussiers ont plus de chances d'aller plus haut ou oui, de faire l'objet d'opérations. Moi, un de mes préceptes, on va dire, c'est que les titres décotés ont aussi plus de chances de grimper. Donc c'est pour ça aussi que je vais m'intéresser, aux titres qui sont pas chers, puisque j'estime que ces titres-là, ont plus de probabilité de grimper, de monter. OK. On va maintenant peut-être passer à un trade raté, à une déception pour ne pas non plus, faire trop, rêver notre public. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est de montrer en fait tout le raisonnement derrière un trade qui a été réussi, Ouais. et puis aussi de montrer potentiellement que, bah, voilà, plus tu trades, plus tu fais de l'investissement, plus tu fais, plus tu te trompes. Personne n'a, 90, 95 ou 100 de réussite. D'ailleurs, il suffit même parfois d'avoir, 40 ou 50 de réussite, mais tout simplement de gagner 2 à 3 fois plus quand tu gagnes, Ouais. par rapport à ce que tu perds quand tu es invalidé sur tes scénarios, quoi.
Et puis ce que je rajouterais aussi, c'est que donc un titre décoté a plus de probabilité de grimper, mais des fois il y a des titres, hein, parce que Esso ça faisait quand même pas mal de temps qu'il était pas très cher. Et ce qui est important, c'est que on a un titre décoté, ça ne veut pas dire qu'il va monter demain. Et ce qui est important, c'est aussi la perception du marché vis-à-vis du titre en question. Donc ça c'est hyper important, la psychologie du marché. Ok. On va peut-être passer, avant de passer à ton pire trade, à ton trade raté. Ouais. Alors, il y en a eu plein, il y a des trades gagnants, il y a aussi des trades perdants. Alors, quelqu'un dit, est-ce un point d'entrée? Comme l'a dit David, en fait, maintenant, on est en attente de news, en attente de volume positif, en attente du montant des sessions. On a une barrière graphique qui est très, très propre sur les 137,80. Donc, ça c'est peut toujours être des pas questions mal d'attendre compliquées la parce que cassure de ce type de niveau. c'est toujours une question compliquée parce que, si vous voulez, même si on peut penser qu'au vu de la session que le titre est peu valorisé, ça n'empêche pas que d'ici le mois d'octobre, peut-être que le titre peut aller plus bas, quoi. Donc là, tant qu'on est dans le range, bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, si on sortait du range par le bas, après il y aurait le gap baissier là, qui en fait ce gap il s'est formé lors de la publication des résultats annuels. Là, le titre serait un peu attiré par ces forces de rappel pour aller peut-être combler ce gap. J'y crois pas, mais bon, voilà, tout est possible en bourse. Faut bien avoir ça à l'esprit. Non, mais on en sait quelque chose. C'est vrai qu'il y a tellement de. Alors, est-ce que on peut parler du trade que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas vu, que peut-être une alerte ou ton pire trade, comme tu veux. On peut faire ton raté si tu veux. On va faire ton pire trade de l'année. Allez, le pire trade. Alors, le pire trade. Attends, je te coupe. J'ai l'impression que l'odeur du sang a fait venir un autre requin. Un vampire. Voilà. Un vampire. Bonjour, c'est ici la matinale des chemises. Salut Adrien. Salut Adrien. Salut messieurs, bonjour à tous, bonjour à tous. Comment ça va? Bien, super, très bien. Matinale, comme ça on est au café pour bien commencer la journée. Et il n'y a rien de mieux que de commencer la journée tous les trois comme ça. Merci de nous rejoindre un samedi pour tout cela. On allait passer, donc on vient de faire le meilleur trade de David qui était sur Esso, qui était un magnifique trade de trend following d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Et puis on va le laisser nous raconter son pire trade avant de passer à toi. Alors le pire trade, il est sur Beneteau. Je vois qu'il y a pas mal de questions, groupe partout, pull-up. Alors, forcément. Alors pourtant, ça avait bien commencé sur Beneteau. Donc Beneteau, voilà, ils sont un des leaders mondiaux du nautisme. Et c'était une année qui avait bien commencé pour moi sur le titre Beneteau, puisque le titre était en hausse et puis surtout la société avait dévoilé des résultats annuels historiques. Exceptionnel, on va dire, avec une marge record, avec on sait, les résultats 2023 ont été excellents, donc ils ont été dévoilés, je crois, c'était au mois de mars, sur là le gap, sur le titre a dû pousser sur les 14 €, c'est plus haut, c'est un peu plus haut. Donc en fait, on savait que les résultats seraient bons, on savait que la marge serait exceptionnelle, on savait que les résultats étaient, on savait que ça serait super. Et donc moi j'ai porté le titre pareil en faisant du moyen, en ayant repéré ce titre, en le tradant de façon agressive, mais toujours en ayant une ligne en fond de portefeuille. Et donc la société publie des résultats donc excellents et en parallèle on savait que l'année 2024 allait être compliquée, puisque la société l'avait bien mis en avant, elle avait beaucoup communiqué avec ce qu'elle avait expliqué, c'est qu'on était sur un niveau record de marge à 14% et que les résultats 2024 seraient vraiment en baisse parce que 2023 était exceptionnel. Et donc 2024, donc la société présente ses résultats, donc ses perspectives avec une marge entre 7 et 10%, donc ce qui voulait dire, on est à 14 en 2023. Donc, ce qui voulait dire que les résultats de 2024 allaient être en forte baisse. Donc, le marché s'en fiche un peu parce que il était préparé. Donc, le titre continue de bien grimper. En plus, on a un catalyseur sur Beneteau, c'est que la société va faire une cession.
une cession d'une division Habitat à Trigano. Donc, elle pourrait en tirer 150 millions, 200 millions. Et ça veut dire qu'on a un catalyseur, puisque derrière, avec ces 150, 200 millions que Beneteau pourrait rentrer dans sa trésorerie, eh bien, on pourrait avoir un versement de dividendes, voire un gros programme de rachat d'actions. Donc, le titre se comporte bien. Voilà, la valorisation apparaît même faible sur la ratio 2024 en considérant que les résultats vont chuter. Et on a Macron, président Macron, qui fait son annonce le dimanche soir, annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, c'est un effet, on va dire, dévastateur sur tous les compartiments des small caps, puisque les small caps sont plutôt concentrés sur le marché domestique, le marché français, voire un peu Belgique, les pays limitrophes. Et donc derrière, Beneteau ouvre sur un gap, on est, je crois, à -7, -8 ou -10. Alors moi, face à ça, je dis qu'est-ce que je fais? C'est là où, parce que c'est vrai, je suis en face d'un problème problème politique que je ne connais pas. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de cracks, mais là, la crise politique, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en fait sur les marchés. Donc je garde le titre. Je me dis après je me dis baisse de 10%, ça me paraît quand même sévère et tout. Sauf qu'en fait, la baisse continue sur plusieurs séances. Et je finis par me couper un bras sur les 11 euros. C'est sur la séance du vendredi. Je crois que c'est la séance. En plus, le problème, c'est qu'en plus, vendredi 14 juin ici, quand ça continue. C'est la séance du vendredi où là, alors je me coupe un peu. C'est vrai, je me coupe parce que c'est vrai que j'ai pas trop de références. Je renforce pas ça. Par contre, je renforce pas, mais j'hésite beaucoup. Donc je finis par en plus je pars. J'avais un festival de prévu, donc je pars le mercredi, je pars le jeudi matin, pas trop dans les marchés et tout. Puis c'est vrai, je regarde mon téléphone et tout. Puis je finis par me couper un bras. Et puis le titre, donc je me coupe un bras le vendredi, alors l'après-midi, donc je me souviens plus, c'était sur les 11 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, je me coupe un bras, donc je regarde une toute petite ligne au cas où, tu vois. Alors vraiment, je coupe 80-70% de ma pause. Et donc après, je continue de suivre le titre. Et je trouve que je trouve que la sanction est quand même sévère. Et je reprends des titres. Je reprends des titres parce qu'il y a toujours aussi ce catalyseur avec la cession, parce qu'entre-temps, on a une capitalisation qui a beaucoup fondu. Et je me dis, si la société annonce sa cession donc de la division Habitat, rentrée de 200 millions, là, le titre pourrait même prendre 20 ou 30%, quoi. Et c'est là où j'ai la deuxième mauvaise nouvelle sur le titre Beneteau. C'est là le gap baissier d'après. Je sais pas si tu vois là. Celui-là, il fait mal. Ouais. Alors celui-là, il fait mal. Alors là, pour le coup, il fait mal puisque là, en fait, la société publie ses résultats semestriels, pardon. Et là, elle fait un profit warning, je crois plutôt. Elle annonce un profit warning, c'est-à-dire en fait, elle fait une alerte sur ses résultats. Et donc déjà qu'elle visait des résultats 2024 en baisse, et bien là, vraiment, elle dégrade. Elle annonce que sa rentabilité va vraiment se dégrader, et que sa marge va être divisée presque par 3 par rapport à l'exercice 2023. Et là, pour le coup, je vends ma position dès l'ouverture à 9 euros. 9 euros. D'ailleurs, le titre, il va sous les 8 euros. Et puis, je me prends donc ma belle moins-value de l'année sur le titre Beneteau, sachant qu'en plus, pourquoi j'étais revenu sur le titre, ça c'est peut-être important, c'est que la cession, en fait, devait être annoncée avant fin juin, tu vois. Donc, il y avait ce catalyseur avec le mois de juin, donc je me disais, elle va être annoncée, parce qu'en fait, Beneteau attend une réponse de la part des autorités de la concurrence. Et donc, je reviens sur le titre. Je pense qu'ils vont avoir la cession validée par les autorités avant fin juin. Et là, je me reprends un gap baissier dans les dents. Voilà. Et David, je rigole, je ne connais pas tellement à l'époque. David, dans ces cas-là, tu regardes un peu comment évoluent les concurrences, que ce soit Pajot, Katana, il y a quand même la pression sur tout le secteur nautique depuis le début de l'année. De toute façon, là, ce qui s'est passé avec la dissolution, c'est que toutes les small caps ont chuté. Et puis, c'est vrai que les concurrents, alors Katana, Fontaine Pajot, je suis ça de près, mais Fontaine Pajot, c'est plus luxe, tu vois, il y a plus une image luxe.
Donc ça résiste mieux. A priori, ça devrait mieux résister. Beneteau, il y a beaucoup de marques, donc c'est un peu plus, on va dire, il y a différentes marques. Mais voilà, Katana, c'est pas mal, c'est plus dynamique. Est-ce que je voulais aussi... mais par contre, c'est vrai que lors de la dissolution, tout a plongé, tout le secteur du nautisme a plongé. Et le marché s'est dit que voilà, qu'il allait y avoir une hausse de la fiscalité, que déjà ça crée beaucoup d'incertitudes. Et puis aussi, ceux qui ont un peu d'argent pour se payer un bateau, eh bien le marché s'est dit que ça serait certainement cette partie de la population qui pourrait, on va dire, payer, voir une hausse de leurs impôts et surtout voir leur budget bateau un peu rogné par ces paiements par ces fiscalités, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, sur tes deux exemples. Ouais. On a des signaux haussiers, des volumes haussiers, puis un gap haussier puissant sur Esso qui, derrière, délivre une forte hausse. Et à l'inverse, sur Beneteau, on a déjà une dynamique baissière et une moyenne mobile 200 baissière. On a un gap baissier et post-gap baissier, on a une chute. Et c'est là où prendre du recul sur la situation, ouvrir un graphique sur un an et demi, prendre note des ruptures psychologiques. Parce que quand on a un gap baissier fort, avec des volumes forts, avec des mauvaises annonces, qu'on casse des supports, c'est que le marché veut nous dire quelque chose et qu'on sait qu'on s'expose à un risque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas en garder après et qu'il n'y avait pas des échéances à mettre à profit, etc. Mais je trouve que c'est quelque chose qui a de commun, en fait, aux deux exemples que tu nous as proposés aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Après, tu arrives à changer ton fusil d'épaule aussi en disant j'ai ma thèse d'investissement, mais je m'adapte aussi en fonction de ce que voit le marché. Et puis il y avait le catalyseur avec la session à venir, quoi. Ouais. On va passer à toi, Adrien, parce qu'il est déjà 11h28. Ouais, désolé, j'étais bavard. Excuse-moi, Adrien. Pas de souci, c'est qu'on aime bien les histoires et quand elles sont complètes. Et puis comme ça, voilà, on a tout le contexte aussi. De savoir qu'une ligne, tu la travailles, que parfois tu vas la faire augmenter, que parfois tu vas la réduire, que parfois tu vas sortir si ta thèse d'investissement ne se valide pas, et puis que parfois il faut tout simplement savoir prendre des pertes pour savoir réallouer son capital sur d'autres titres plus sympathiques. D'ailleurs, je crois, Adrien, que tu as un titre sympathique. On va parler de ton meilleur trade de l'année. Je suis dans le thème avec le café en ce moment. Moi, c'est beaucoup plus simple que David. En fait, en analyse technique, on a une technique où on tue des chèvres et on regarde dans leurs entrailles en fait pour décider nos prochains investissements, plus en fonction de l'alignement des planètes. Et du coup, là, pour le coup, l'année dernière, j'ai trouvé Lotus Bakeries qui ressemblait justement à tous mes critères. Donc les critères un peu plus sérieusement, c'est une tendance haussière, une entreprise leader dans son secteur et une entreprise familiale. C'est vraiment les trois critères que j'affectionne le plus particulièrement. Et Lotus, ça faisait quelques temps que je voulais la rentrer et elle était en petite phase de consolidation. Donc, je m'étais mis une petite alerte dessus. Et depuis, c'est ma plus grosse performance sur l'année 2024. D'ailleurs, elle représente 26% de mon portefeuille. Je ne crois pas que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une ligne qui porte autant, mais en fait, la performance d'un portefeuille, c'est souvent porté par une, deux ou trois valeurs qu'on n'attendait pas forcément initialement et qui vont faire le gros de la performance annuelle. Et Lotus, justement, elle publie des résultats records depuis 2 ans. Là, même au premier semestre, elle a publié un chiffre d'affaires en hausse de 20%, au-dessus des attentes des analystes. En plus, il y a eu une annonce value vraiment très, très importante qui est beaucoup suivie par les experts. Il y a le rappeur Snoop Dogg qui a dit qu'il était absolument fan justement des gâteaux Lotus Bakeries pendant les JO. Et donc forcément, l'effet Snoop Dogg en value, c'est vraiment un effet hyper puissant. Donc voilà, donc en fait, ça fait partie de ces titres, c'est cher, mais moi, je ne cherche pas des titres décotés. Au contraire, j'achète toujours des sociétés un peu leaders, du coup, ce qui est rare est cher. Et donc, j'essaye de les acheter cher et de les garder le plus longtemps possible. Et donc là, on est un peu dans un cas de figure où elle est quand même chère, elle est un peu haute, mais pour le moment, je la conserve dans le portefeuille. Je ne cherche pas à déconstruire les positions comme ça parce que les positions gagnantes, c'est celles qu'on a envie de conserver le plus longtemps. Donc là, c'est un biais psychologique. On a plus tendance à vouloir couper ses meilleures lignes en se disant qu'on va les réallouer pour renforcer les titres baissiers. Et comme David l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux justement ne pas renforcer les titres quand ils ne partent pas dans la bonne direction. Tu disais l'exemple avec Beneteau.
Et à contrario, les titres qui partent bien, c'est plus ceux-là que vous allez avoir envie de renforcer en vous disant que vous avez des bonnes positions et que vous pouvez vous exposer un peu plus. Il a suffi que je mette le graphique en données hebdomadaires pour me rendre compte du commentaire que j'ai mis à plusieurs reprises dessus. T'avais oublié? Et ça fait longtemps qu'on la suit. D'ailleurs, on a une petite private joke avec Nicolas. Quand elle fait des plus 2, plus 3%, je lui envoie une petite capture d'écran de café avec un De petit, spéculoos. Donc la prochaine fois que vous mangez un spéculoos en dégustant votre café le matin, vous pensez à moi et vous essayez de rentrer la ligne. Pas tout de suite, parce que là, on est quand même un peu haut, un peu cher, un peu perché. Mais en cas de consolidation, de reprise, retour vers les 8 000, parce que c'est un titre qui est aussi très cher, je ne l'ai pas dit, mais on avait atteint quasiment les 12 000 € par ligne, donc à ne pas mettre dans tous les portefeuilles. Mais malgré tout, voilà, ce qui est cher l'est souvent pour une bonne raison, et ce qui est peu cher l'est aussi souvent pour une bonne raison, et ça, c'est le marché qui décide. Ouais, après, on a souvent cette courbe, cette façon de faire au fur et à mesure qu'un titre est découvert, tradé et puis que les résultats sont de mieux en mieux. Ici, entre 2016 et 2020, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, le Covid, c'est un détail sur le graphique. Ouais. En fait, elle avait donné des signaux haussiers très puissants juste avant le Covid. Le Covid l'a fait baisser quelques semaines, puis ensuite elle fait sa vie et elle s'en fiche, littéralement. Ce qui est Après, vu déjà comme elle un était hyper neutre, ça ressortait pas forcément des watchlists, quoi. C'est un titre qui ouais. bougeait pas beaucoup. Et après, en fait, bon, voilà, il y a quand même des périodes de latéralisation, hein. Ici, en 2021-22, elle fait 1 an et demi de latéralisation et ensuite, ces latéralisations deviennent des latéralisations régulières, mais plus courtes. Et à chaque fois qu'on en sort et en plus, je trouve qu'elle se comporte un peu comme une américaine. Alors c'est quand même sacrément fou parce qu'on est Et les poussées, là, les grandes bougies vertes, ouais, là, ça fait suite à des événements, des publications de résultats ou Ouais, en général, c'est toujours publication de résultats. Là, les Facebook, dernières, pareil. on le voit les Facebook Doggy Dog sur le graphe ou pas? Le truc, c'est que ça. Alors, en vrai, ça a soutenu un petit peu, mais ils ont. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait des acquisitions de plusieurs de leurs concurrents, notamment pour se développer en Inde. Et dans la précédente publication de résultats, j'ai vu quelque chose que j'avais rarement vu auparavant. Ils disaient qu'en fait, la demande mondiale est trop forte pour être satisfaite par leurs moyens de production actuels. Et donc, c'est typiquement ce que vous avez envie de voir quand une entreprise le dit. Et du coup, ils considéraient que leur capacité de production était saturée, et donc ils sont en train de se développer énormément en Inde, ils se positionnent en Asie, etc. donc leur Donc voilà, problème, c'est que ça va trop bien. voilà, ça va trop bien, ça monte vite. Il n'y a pas eu de split en plus. On pensait qu'ils allaient un petit peu couper la ligne, mais la famille, justement, considère qu'ils préfèrent garder cet aspect un peu titre cher, donc un Ouais, peu moins spéculatif techniquement, un peu moins accessible. Un peu la même vision qu'une ligne de LVMH, en fait, où Bernard Arnault considère que un prix ça fait élevé fait classe. partie, en fait, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a le côté un petit Pour peu ceux qui ne prélevé. savent pas ce que c'est qu'un split, en fait, c'est qu'on va diviser, le prix de l'action et on va multiplier le nombre, d'actions en circulation. Donc par exemple, ici, on a une action qui cote, 12 000 €, on pourrait, multiplier le nombre d'actions par 100 et puis faire en sorte qu'elle coûte que 120 €, de telle manière que, les petits budgets puissent, s'y intéresser puisque, 12 000 € pour une ligne, c'est quand même significatif. Quand on fait un portefeuille de moyen terme et qu'on a 15-20 lignes en portefeuille, en fait, une ligne représente 5 % du portefeuille. Donc pour avoir une ligne de Lotus Bakery et 5 % du portefeuille, il faut avoir un portefeuille qui fait au minimum 240 000 €. Ouais, c'est clair. On Ouais, va mais ce qui est passer important, c'est un peu la méthode et la simplicité de réflexion derrière, de vous dire ne complexifiez pas votre prise de décision. Il y a pas un seul style d'investissement qui fonctionne, il y en a énormément. L'important, c'est de respecter vos règles et d'être discipliné par rapport à ça. Et ensuite, chacun trouvera, en fonction de sa vision, en fonction de sa philosophie, en fonction de sa façon de faire, en fonction du temps qu'il veut y consacrer. Donc voilà, faites attention à ceux qui vous disent qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Là, on est la preuve vivante. Même si moi, je suis assez proche de ce que fait Nicolas, forcément, on a la même vision un petit peu en termes de tendance. Mais voilà, restez sur des choses simples. on va passer à ton pire trade de l'année. Ah, j'en ai pas, j'ai que des trades 100% de taux de réussite, je vois pas de quoi tu parles. Il est en forme, Adrien. Tu traites 5 minutes par jour, c'est ça? C'est le matin, c'est ça. Non, en taux d'accrochage, je crois que je suis à 37% en moyenne depuis septembre 2019, donc ça veut dire qu'il y a une majorité de trades que je prends qui sont négatifs. Sauf que quand je perds peu, et quand je gagne plus. Et du coup, sur la durée, je suis rentable. Mais donc, le taux d'accrochage et le fait d'avoir le taux le plus élevé possible, c'est pas forcément le plus important, et c'est pas la métrique
qui fera que vous allez gagner de l'argent en bourse. Par contre, c'est le fait justement d'avoir des règles très strictes et de vous dire que vous n'acceptez pas d'avoir les lignes en forte moins-value. On reprend l'exemple de Beneteau, mais si tu avais traîné Beneteau des mois et des mois avec une moins-value de moins 40%, juste à te disant si le titre reprend 70-80%, je reviens ne serait-ce qu'à mon point d'origine, bah là, vous passez en mode espoir et là, c'est pas ce qu'on a envie de faire. L'espoir n'est pas une stratégie en bourse. C'est ça, exactement. Bon, on va passer à ton pire trade parce qu'il y en a quand même Allez. quelques-uns. C'est lequel, le gadin Alors, j'ai déjà un trade fail qui était rigolo. Je voulais rentrer sur UCB, justement, valeur belge, comme tu aimes, Nicolas, comme Lotus. Et pour le coup, impossible de. Je place mon ordre en fait d'achat sur UCB. attends, qui est pas du... je crois que l'odeur du sang a ramené un, Ah ouais. un requin de plus. Remplir un nouveau fonds. Encore un autre. En plus, c'est un requin expérimenté. Là, hein. Salut, Voilà. salut à tous. Ça va? Comment ça va, Christophe? Ça va, ça va. Bon, vous en êtes Voilà, où? c'est. Eh ben, écoute, David nous a parlé de son carton sur Esso qu'on a pu suivre, hein, qu'il a partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et puis, Ouais. et le fait Ah, qu'il c'était se soit lui? fait. C'est lui qui a fait pousser C'est Esso. pas Ouais. David qui a fait tout le volume d'Esso quand même. C'est ça. Non. Ensuite, on a Parce parlé que du ça fait s'est qu'il vu, hein. s'était fait cartonner par Beneteau. Adrien nous a raconté qu'il adorait les biscuits avec son café. Et puis Lotus? là, il allait nous parler de Lotus Bakery, exactement. Ah. Et puis là, on va voir ce qu'il a manqué, ce qu'il a raté avant de discuter avec toi. Ouais. Alors, dis-nous tout. UCB, je crois que Christophe pourra nous en parler un peu derrière. Je vous raconte le fail. Je place mon ordre d'achat au dépassement de la MM200 en disant que j'attendais de rentrer dessus depuis un petit bout de temps. Je voulais construire ma position en 2 fois. Du coup, je place mes 2 ordres. Et ensuite, je crois que j'étais en famille ce jour-là, donc je ne regarde pas. J'attends mon téléphone et je m'attendais à avoir la confirmation dans la journée. Allez, Et je c'est le mois de reçois décembre. je reçois un message d'erreur, en fait, quelques heures après. Et il s'avère qu'en fait, j'ai tapé UCB et qu'il y a un titre qui a exactement le même nom aux États-Unis. C'est une union bancaire, je crois, américaine. Et du coup, l'ordre, en fait, ne s'est pas réalisé parce que je passais par PEA, mais mon courtier ne m'a pas empêché de mettre l'ordre initialement. Il y a eu un gros souci technique. Et du coup, je ne suis pas rentré dessus. Il y a eu le blocage et ça fait des mois que je la regarde faire des plus hauts avec des larmes de sang et en étant à moitié en train de rager et satisfait pour les actionnaires en me disant que j'ai raté le train et j'ai pas réussi à reprendre position dessus. Donc ça, c'était pour le petit fail un petit peu échec et raté de l'avoir récupéré. Mais sinon, mon plus gros échec en termes de moins-value cette année, en plus, c'est lié à un non-respect de mes règles. Si vous êtes familier avec les phases de Weinstein, donc c'est 4 phases simples pour déterminer où est-ce que vous en êtes dans une tendance. Il y a une phase 1, c'est la stagnation, phase 2, phase haussière, phase 3, stagnation après la phase haussière, et phase 4, phase baissière. Bah là, c'est un titre en phase 1 neutre où il se passait rien, qui s'appelle Eurofin Scientifique, que je voulais absolument rentrer dans le portefeuille et j'ai pris une première position, je me suis fait taper mon stop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de reprendre une autre position, je me suis refait taper mon stop et au final, je me suis fait taper 4 fois mon stop sur la position parce que j'ai pas respecté justement le fait d'attendre qu'elle soit clairement en phase 2 parce qu'elle est toujours en phase de stagnation. Je suis rentré un peu trop précipitamment parce que je voulais absolument rentrer le titre en portefeuille et ça a été un exemple vraiment concret de non-respect un petit peu de mes règles et puis de surtentative en fait, parce que parfois on a un échec, on a envie de reprendre la position, etc. Et du coup, au cumulé, je me suis pris 4 stops à quasiment 2-3% de moins-value dessus, et du coup, ça me fait l'une de mes plus grosses moins-values sur 2024. Et c'est complètement de ma faute pour le coup, donc j'ai même pas j'ai même pas d'excuses derrière. Et depuis, le titre est toujours dans cette tendance-là. Et tant qu'on n'a pas dépassé durablement le niveau des 60 €, ça sert à rien de s'intéresser au titre. Hormis si vous souhaitez commencer à constituer une position au niveau actuel en vous disant que c'est neutre, en fait, il ne se passe rien. Et n'oubliez pas qu'un titre peut passer la plus grosse partie de son temps à stagner sur des niveaux. Il n'y a pas de raison, soit qu'il monte, soit qu'il baisse dans des niveaux actuels. Donc voilà. On comprend que voilà, quand on prend du recul sur 10-15 ans, on voit qu'elle était extrêmement haussière. Ça me rappelle des valeurs un petit peu comme Esker qui en 2019, 20, 21 ont littéralement explosé, puis se sont fait exploser. Et on peut légitimement comprendre pourquoi tu la surveillais et tu la travailles dans cette zone des 50 € en fait, puisque c'est une zone historique très travaillée, puisqu'on est revenu sur des niveaux du Covid, que quand on prend du recul au final à très 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 long terme, quand on la regarde sur 15 ans,
Bah, elle est toujours haussière puisque les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Mais c'est vrai qu'après ces derniers mois, elle a été extrêmement erratique. Alors, elle a passé MM200 ici, mais elle a passé son temps à la travailler, en fait. Et puis, je suppose que le gap baissier ici a dû choper un de tes stops. Je Ouais, suppose c'est que le premier ici, stop. la mauvaise annonce a dû choper un de tes stops. Non, là, j'étais sorti avant pour le coup, mais Ok. disons que tu vois, en fait, c'est un graphe où il se passe Ici, rien. Et pareil. puis, voilà, c'est ça. Gap baissier. Voilà. Elle était pas facile à Non, mais elle est gérer. pas évidente à trader, celle-là. Hein. Ah, franchement, il y a quelques lignes comme ça. Moi, j'avais aussi Adyen dans Ouais. les modalités de paiement. J'arrive pas à investir dedans. Il y a des cours, des fois, vous devez ne pas avoir d'opinion dessus. Si c'est trop compliqué, eh ben, ça sert à rien d'essayer. Regarde ce graphe. Qu'est-ce que tu arrives à en sortir comme info? C'est un gruyère. Oh là Ouais. là là là. Alors là, Ouais. tu te Là, fais t'as les gaps des moins pilonner. 40, là. Là, si t'étais pas dedans, c'est la publication des résultats. Donc, soit tu as joué au loto avec le risque de te faire pilonner comme la fois d'avant et tu as gagné cette fois-ci alors que tu avais perdu celle d'avant. Ouais. Même chose ici, elle fait son gap haussier. Tu dis, oh bah c'est bon, ça y est, la mauvaise aventure est oubliée, ça va repartir. Boum, elle t'en remet un coup. Oh là là, le carnage. Et le Le pire, c'est que sur carnage. Adyen, j'avais pris une fois une ligne à plus 60% avec un super trade. Et sur toutes les lignes sur lesquelles je me suis fait taper, au final, je suis négatif sur Adyen depuis le tout début avec toutes les moins-values que je me suis pris sur le titre. Ah, c'est vraiment un gruyère. Et il faut savoir que ce soit fondamentalement, techniquement, quelle que soit en fait notre méthode, Mm. il faut savoir blacklister un titre ou en tous les cas avoir des règles assez précises qui disent bon bah grosso modo moyenne mobile à 200 périodes totalement neutre, c'est un gruyère, elle est erratique, je la sors de mes listes en fait. Je ne cherche même pas à comprendre. Pour le coup, ici, là, les publications, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est là où tu as des gaps qui se créent sur Adyen. Hein. C'est toujours des coups de moins 20, plus 20. Ou alors Ouais. peut-être allégé avant de publication. C'est ça. Et puis on voit que c'est vrai que quand elle fait des publications et qu'elle gap à la hausse, elle continue de monter, gap à la baisse, elle continue de baisser. Donc pourquoi ne pas attendre dans ces cas-là effectivement la publication et d'intervenir une fois que le chiffre a fait peur ou a rassuré le marché pour ne pas tout simplement se mettre en risque et ne pas revivre des épisodes comme celui-ci. Parce que là en plus, elle ouvre à moins 30. Et puis derrière, les gens se disent ah bah c'est peut-être une opportunité, c'est pas cher. Et là, on est dans le cas du couteau qui tombe et elle passe de moins 20 à moins 40 et 3 semaines plus tard à moins 60. C'est des bougies qu'on voit pas souvent. Ouais. Alors évidemment, tu as ceux qui achètent à moins 30, moins 40, moins 50. 3, 4, 5 mois plus tard, elle est revenue à la hausse et qui se disent c'est la chance du débutant. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des gens qui vont acheter en pleine chute et puis 6 mois plus tard, ils vont se retrouver en gain. Ils vont se dire ah bah c'est ça la bourse en fait. L'action, elle perd 50%. Il faut que j'achète à moins 50 et comme ça, je vais gagner de l'argent. Et en fait, c'est un ennemi, c'est un faux ami en tous les cas. C'est pas quelque chose. D'ailleurs, les gérants avec lesquels on discutait hier le disaient. Hein, William Higgins, qui, je le rappelle, était notre premier invité d'hier et qui bat Warren Buffett et qui fait 13% de moyenne par an depuis 30 ans, disait lorsqu'une valeur se casse complètement la figure sur une rumeur, une annonce des résultats. On laisse la poussière retomber, on attend les prochaines publications, on attend qu'il y ait un changement d'état d'esprit et on n'achète pas un couteau qui tombe. J'étais content parce que je me suis dit, c'est bien, analyse technique, analyse fondamentale et gestionnaire colle dans le raisonnement. Et bravo Nicolas, tu arrives à réunir les deux groupes qui normalement s'affrontent comme dans le village gaulois et ça fait plaisir de commencer à avoir des bonnes ententes. C'est clair. Christophe. Oui. Excuse-moi, c'est un peu tôt pour moi le samedi matin. Alors, je rappelle quand même, David, donc toi, tu as un site, hein, c'est DR Bourse, comme David Renan Bourse. Voilà, c'est ça. Toi, Adrien, tu as une lettre autour du concept du patrimoine et de la famille qui s'appelle comment déjà? Le courrier des familles prospères. Le courrier des familles prospères. Et toi, Christophe, que je continue d'appeler Train France parce que j'adorais ce nom et que tu utilisais avant. Maintenant, c'est Investir Zen. Tu vois, j'y arrive toujours pas. Investirzen.com, c'est ça. Alors, Christophe, bon gain, mauvais gain, tu veux commencer par quoi? Non, bon gain. Il y en a qui m'ont énervé, il y en a qui m'ont sacrément énervé.
Ouais. Je fais référence à Adrien parlait d'Adienne, j'en ai une autre que je peux citer. Finalement, quand je revois le graphe d'Adienne, la mienne, elle est pas aussi pire. Mais elle m'a bien énervé quand même. Dur à battre. Tu veux qu'on commence par ça? Ouais. Et Ouais. sauf par contre, si tu parles de ta perf sur UCB, je quitte la conversation. Non, non, non. Alors attends, screen share. Je vais partager. Hop. Tiens, la voilà. Si elle est pas belle. Vous me dites si vous la voyez. Hop là. Ah Ah, oui. Philips, qu'est-ce qu'elle m'a énervé. Philips, bah, grosso modo, je reprends les phases dont parlait, Adrien. On a une phase baissière ici, une phase de stabilisation et puis là, on commence légèrement la hausse, donc on attend un breakout. Alors celui-ci, je l'ai pas pris par chance, parce que En Philips, breakout, pour ceux qui nous écoutent, c'est une cassure. Donc en fait, une elle était en cassure. phase latérale, elle fait sa cassure. Tu n'y es pas allé heureusement puisque derrière, en fait, elle invalide sa cassure et elle continue de latéraliser un certain temps. Ouais, elle continue d'être réalisée et puis là, gros gap, donc je me dis: «Oh merde, j'aurais dû la prendre», enfin, après, c'est ce qu'on se dit souvent. J'aurais dû la prendre sur support. Je prends pas grand chose sur support parce que le risque est beaucoup plus important, de Mmh gap mh. baissier par exemple. Mmh. Là pour le coup, on a eu un gap haussier. Donc je regarde pendant les 5-15 premières minutes, ce qui se passe. Et puis je me dis: «Bah non, c'est pas la peine, on va l'attendre un peu plus bas». Et effectivement, on l'attend un peu plus bas, super. Ici, on a une poussée, donc je rentre. Et puis derrière, ben, ça s'écroule à nouveau. Pas de flux, rien, d'ailleurs on le voit, pas plus de volume que, la veille par exemple, pas de flux ni rien. Quelques jours après, gros gap haussier, donc là Alors pareil, je me dis: est-ce que tu es sorti de la position du coup suite à «Ouais, ouais, à ce ouais». manque de flux? En Bah fait, tu là, es c'est ça, rentré c'est une sortie dessus, break-even, puis Derrière, tu te refais taper, sur ton cours d'entrée. Alors tu perds zéro, mais tu as perdu du temps et puis tu as tu as immobilisé perdu du 2 mois. capital pour rien. Mmh mh. Donc quand ça arrive une fois, c'est pas très embêtant, ça fait partie du truc, ça arrive assez régulièrement. Mais quelques jours après, on revoit gros gap haussier, la grosse poussée. Je me dis: «Je vais pas la prendre, ça va dégueuler encore comme ça l'a fait avant». On a eu une grosse poussée sur la journée, donc j'étais déjà un peu plus énervé. Derrière, je me dis: «Tiens, je vais attendre un petit peu». Ça construit quelque chose, on voit ce beau biseau haussier qui arrive vers la résistance qu'on a là. Et puis, bah, il y a quelques jours, hop, ça part. Surtout que de mémoire, il y avait le CAC avec. Donc le CAC était haussier également, il me semble. Et encore échec. Donc tu vois, c'est le genre de truc qui fait qu'il y a certaines valeurs tu détestes. Tu disais tout à l'heure, j'ai entendu, tu disais, bah, il y a des valeurs quand elles ont un comportement, pas très cohérent, il vaut mieux les laisser de côté. C'est vrai, tu as totalement raison. En revanche, pas très cohérent. La première fois, on peut pas dire que c'est pas très cohérent, puisqu'on découvre que la valeur a des mouvements totalement chaotiques par rapport à ce qu'elle avait avant. La deuxième fois, on se dit: «Allez, c'est bon, ça va y aller». Là, cette fois-ci, pour moi, c'était parti pour, On avait une très bonne news, ça a ouvert à plus je sais pas combien. On peut regarder, directement, hop, voilà, plus 28. Allez, disons plus 30. Et puis derrière, bah, ça dégueule. Et la troisième fois, tu te dis: «Bah, allez, cette fois quand même, jamais 203». Enfin, on se dit pas jamais 203, on se dit: «La troisième, ça va y aller» et effectivement, ça passe pas. Donc effectivement, il y a des valeurs comme ça qui sont vraiment, assez insupportables et voilà, Philips en fait partie. Et alors, Une est-ce que tu en autre? as une qui t'a ravi? Ah bah, celle qui a fait ma perf, mais je pense que c'est celle qui a fait la perf de beaucoup de monde également. Hem, Nvidia? il faut que je Atos? coupe le partage et je tu dit quoi? Atos. Nvidia? Atos? Non, pas Nvidia. C'est Edgemans, tu en avais parlé sur Twitter, à un moment Tu veux que je et l'affiche? Ou tu veux comment? Des l'afficher? beaux néerlandais. Ouais, néerlandais. Alors j'ai pris beaucoup de néerlandaises, cette année, pas par Ah, choix, mais parce ah. que c'est ce qui sortait beaucoup dans mes screeners et effectivement, pendant longtemps, le l'AEX est resté, plus fort que le CAC. Hem et effectivement, il y a eu pas mal de néerlandaises. Alors Edgemans, c'était en début d'année. Alors ah oui, il y a ça, c'est pour le tribunal du net, on me dit jamais: «Ouais, tu dis que tu as pris telle position, mais on voit jamais», enfin bref. Donc là, vous avez les ordres d'exécution. Edgemans, donc cette phase à plat pendant quand même un certain temps. On connaît les bornes de la résistance et du support.
Et puis ici, on a une belle compression avec une belle résistance identifiée. Donc là, j'ai déjà commencé à faire 2 entrées assez rapidement, assez rapprochées sur quelques jours, parce qu'on avait, un début de tendance, tout simplement. C'est ce qui s'est confirmé après. Je suis rentré plusieurs fois, je suis rentré 4 fois au total, je crois, sur Edgeman. Et derrière, on a un beau mouvement. Mon entrée la plus basse était ici et ma sortie la plus haute était ici. Entre-temps, ah ouais, entre-temps, il y a eu ça aussi. Pareil, parce qu'on voit, j'ai été exécuté à 12,54, mais on voit que les cours ici, ils sont à 11 et quelques. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu un dividende, je crois, de 6,9 ou 7,3%, un truc comme ça. Donc Ah, c'est bien. entre-temps, il y a le dividende qui tombe, etc. Et puis derrière, on a un mouvement de plus de 100%. Moi, sur le total de ma position, ça m'a fait quasiment 70%, un truc comme ça. Et effectivement, ça m'a bien fait mon année parce que c'était mon trade le plus chargé. Parce que le principe, c'est du pyramidage, hein. Quand on a un truc qui part et où on est confort dessus, on pyramide, on pyramide, on pyramide, et voilà. Donc tu renforces à chaque fois ta position, il y a une cassure, tu es Ouais, en gain de 15-20. ouais, C'est comme si tu faisais comme si tu n'étais pas sur la valeur, en fait, et tu te dis: «Bah, je vais prendre un autre trade séparé comme» imaginons que je n'en ai pas et que je la vois, bah, elle est en train de donner une nouvelle cassure, bah, je vais encore en rentrer une et puis, en fait, tu te retrouves comme ça avec 2-3-4 positions dessus, quoi. ouais, sachant qu'une fois que ta première position est passée et qu'elle est protégée, toutes tes positions suivantes, c'est du bonus puisque ton risque, il est passé. Donc c'est toutes les Tu dis positions suivantes, protéger c'est du parce que tu bonus. mets ton stop, tu remontes ton stop à ton point d'entrée, en fait. Oui, Donc ou sauf il y a gap différentes baissier, en stratégies pour fait, accompagner le mouvement, mais effectivement, sauf heu, gap baissier important, effectivement, tu ouais, et tranquille, quoi. encore tu peux les prévoir, hein. Tu te mets pas un stop à 2-3%, tu te mets un stop des Oui. fois à 10-15% et tu sais que tu as de la marge. Mmh. Et Voire Christophe, tu avais même. une idée, toi, de ton taux d'accrochage cette année? Alors, ouais, alors il est plus proche des 25, autant on a eu des très, très belles années, où on était proche des 70-75. Là, cette année, c'est l'inverse quand même. Alors pourquoi c'est l'inverse? Heu, Bah, c'est normal, on a un CAC qui est, dégueu. Je sais pas si je peux le mettre là-dessus. Hop, heu, hop, 2024, voilà, 2024, on est là. On a eu une belle poussée et depuis, mai, bah, on a un CAC qui est dégueu avec un trend baissier. On est passé sous SMA, la moyenne mobile 200, et là, on a une résistance. On est allé faire une pointe par ici. C'est des marchés qui sont très, très, très nerveux. Donc effectivement, quand les marchés sont nerveux, imaginons, tu prends une valeur qui n'accroche pas, enfin qui accroche et 2 secondes après elle s'écroule, quelques minutes, 1 heure ou, le lendemain elle s'écroule. Donc tu te fais avoir une fois, la seconde fois tu vas prendre une partie de tes, bénéfices partiels et puis, bah, tu pas le seul à faire ça, il y en a d'autres qui vont le faire et puis chacun va prendre ses bénéfices partiels de plus en plus tôt et ce qui fait que, bah, les taux d'accroche sont de plus en plus faibles parce que, c'est la logique du, «ce qui est pris n'est plus à prendre». Donc effectivement, quand on est dans cette période-là, un peu daubée et où, tout le monde a cette logique du «ce qui est pris n'est plus à prendre», bah, effectivement, tu as un taux d'échec plus important. Il suffit que tu aies une valeur qui ouvre avec un gap haussier. Il y en a eu cette semaine, j'arrive plus à me souvenir qui a dégueulé juste derrière parce que, voilà, quand tu prends un gap de 9-10%, bah, tout le monde prend ses profits, quoi. Et ce qui l'a fait, échouer. Donc ouais, on est plus proche des 25% que des, 70-75% comme dans les belles époques. Il y a 2 citations que j'aime bien donner. C'est 2020, c'est une citation d'un peu tout le monde qui dit, «Tout pousse, même les bouses». Ça, c'est 2020 avec marché haussier et cetera. Attends, je te dise pas de conneries, on va vérifier quand même, que je te dise pas de conneries sur les années. J'ai une mémoire des dates assez pourrie. Ouais, 2020, voilà, toute cette période-là, tout pousse, ou même 2021 aussi, tout pousse, même les daubes, etc. Surtout même 2021, Ouais. tout pousse sur tous les daubes. Même des sociétés qui n'ont pas de beaux fondamentaux, qui n'ont pas de trésorerie, qui n'ont rien, elles poussaient. Et puis, bah, la citation de 2022, d'un peu tout le monde, c'est «Rien ne pousse, même les beaux résultats sont vendus, etc.» Bah, on comprend pourquoi, parce qu'on est sous la moyenne mobile de 100. Et effectivement, actuellement, c'est le cas. Là, Et Christophe, il est en train d'introduire le webinaire suivant, là. c'est ça. S'il J'ai fait déjà fait, j'ai déjà fait les il fait 3 un quarts du teaser. webinaire à venir. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on veut être à l'heure. Bon, je sais déjà que la prochaine fois que je veux faire une discussion à plusieurs, il faut que je prenne 2 heures, facile.
Et puis j'aime bien le concept en tous les cas d'être à plusieurs comme ça et d'être avec plein de spécialistes. Merci messieurs d'être venus un samedi matin à 9h à la place du footing, hein, je suppose. Voilà. Merci beaucoup David, passe un bon week-end. Merci Adrien, De même. profite bien de la montagne. À très vite messieurs. Et puis pour nos auditeurs, je vais tout simplement mettre l'émission en attente pendant 2-3 minutes avec la petite musique. Et on garde Christophe avec nous qu'on retrouve dans un instant pour parler d'une stratégie d'investissement redoutable. Bon week-end Merci Nico, beaucoup à bon week-end tous. tout le monde. Nicolas, merci à pour tous. ton invite. Salut Christophe. Bonne Salut émission. Adrien. À très bientôt. David, salut.